Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le tour complet de l'actualité sur Afri7 Info. Nous l'annoncions la semaine dernière, c'est ce 4 novembre que comparait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant les tribunaux de la CPI pour les 2 audiences de conférence de mise en état. On en parle avec Alex Mokhtar. C'est ce 4 novembre 2014 que se tiennent les 2 audiences distinctes de mise en état dans l'affaire Laurent Gbagbo qui ne marque pas encore le début du procès. D'une part, la Chambre tiendra aujourd'hui une conférence de mise en état pour discuter de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. D'autre part, le même jour, la Chambre tiendra une audience distincte dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectué par les juges au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire 1 a confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, tentative de meurtre et persécution à l'encontre de Laurent Gbagbo et a renvoyé l'affaire en procès devant la Chambre de première instance 1. Concernant la crise au Burkina Faso, l'Union africaine annonce donner aux militaires burkinabés 15 jours pour restituer le pouvoir aux civils, faute de quoi elle imposera des sanctions. Le ministre français de la Santé a affirmé qu'il y a effectivement en France un employé de l'UNICEF infecté du virus Ebola. Le patient est dans l'Hexagone pour recevoir des soins. Reportage. Le ministre français de la Santé Marisol Touraine a confirmé lundi la présence en France pour traitement d'un employé de l'UNICEF infecté par le virus Ebola en Sierra Leone. Marisol Touraine a déclaré que le patient évacué par vol spécial vers la France est en traitement en isolement de haute sécurité. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve a quant à lui annoncé que 120 militaires français se rendraient en Guinée dans quelques semaines pour aider à mettre en place des centres de traitement pour les malades d'Ebola et les travailleurs de la santé. Rappelons que la France n'a jamais eu de cas d'infection d'Ebola sur son territoire, mais a été actif dans la lutte contre la maladie, en particulier en Guinée. La mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, Matka, en Côte d'Ivoire, met en œuvre un grand projet, celui de la réduction du coût du carburant pour les taxis-compteurs. Cette réduction tient de la signature d'un partenariat entre la mutuelle et une compagnie pétrolifère. Le prix du litre de carburant se voit diminuer de 10 francs CFA. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse donnée par le directeur général de la Matka, M. Guédou Eli Ousmane. L'épidémie de la fièvre Ebola a une incidence sur les activités des populations en Afrique. Et ce n'est certainement pas la petite communauté de la zone portuaire de Dixine, située à Conakry en Guinée, qui dira le contraire. Elle qui est clouée au pilori dans la vente de poissons à cause de la fièvre Ebola. Alex Mokhtar. Les membres d'une petite communauté sierra-léonaise vivant dans la zone portuaire de Dixine, située dans la capitale guinéenne Conakry, ont du mal à survivre à cause de la stigmatisation dont ils sont victimes par les Guinéens du fait du virus Ebola, ce qui pousse les gens à ne plus acheter le poisson qu'ils pêchent. Pour éviter toute contagion dans cette zone, les médecins guinéens surveillent les températures de tous ceux qui entrent et sortent du port afin que ceux qui montrent des signes de fièvre soient immédiatement mis en quarantaine pendant 21 jours. Cette situation a des conséquences dramatiques pour les pêcheurs sierra-léonais qui voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Rappelons que selon l'Organisation mondiale de la santé, Ebola a tué quelques 5000 personnes à ce jour, principalement à travers la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, et fait 4000 enfants orphelins. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu ce mardi 4 novembre à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, pour une visite de courtoisie au président déchu Blaise Compaoré du Burkina Faso. Le chef de l'État ivoirien avait été précédemment à Yamoussoukro le samedi dernier pour un tête-à-tête avec Blaise Compaoré qui, rappelons, a déposé sa démission à la suite d'une contestation populaire au Burkina Faso. Décédé le 20 octobre dernier, le très talentueux et célèbre styliste modéliste américain Oscar de la Renta a été inhumé le 3 novembre dernier. À ses obsèques étaient présents ses confrères et consoeurs du monde de la mode, Rose Alibeda. Disparu le 20 octobre 2014, Oscar de la Renta était l'un des créateurs les plus respectés et appréciés de la planète de par son talent et sa générosité. Le designer comptait parmi ses amis de grand nom du monde people. Meurtri par son décès, ces derniers se sont réunis pour lui faire un ultime adieu à l'occasion de ses funérailles très privées tenues le 3 novembre 2014 à New York aux États-Unis. Les confrères et consorts du designer se sont également mobilisés pour
cette cérémonie. Parmi eux, la chicissime Diane von Furstenberg, Donna Karen, Tommy Hilfiger. Malgré son 3e traitement contre un cancer de la peau, l'acteur américain Hugh Jackman n'a pas voulu rester en marge de ce dernier hommage. Il a effectué le déplacement en compagnie de son épouse. Chelsea Clinton, tout juste remise de son accouchement, a aussi assisté à l'événement en compagnie de son mari. Espérons que cette marque de soutien à Annette de la Renta, veuve du styliste, lui redonnera le sourire dans cette douloureuse épreuve. Adieu, Oscar. Immolation par le feu le lundi après-midi d'une femme de 38 ans devant la présidence bulgare. C'est l'annonce faite par le ministère de l'Intérieur. La victime brûlée sur 90% de la surface de son corps se trouvait en fin d'après-midi dans un état désespéré. Ni son identité ni ses motivations n'étaient connues dans l'immédiat. Au moins 6 personnes avaient déjà perdu la vie après s'être immolées en public en Bulgarie entre février et mai 2013, au plus fort d'un mouvement de protestation contre la corruption politique et le coût de la vie. Les manifestations avaient abouti à la chute du gouvernement de Boyko Borisov. Après 1 an et demi d'instabilité, celui-ci a remporté les élections législatives du 5 octobre et s'apprête à gouverner le pays avec une coalition minoritaire. Rappelons que le salaire moyen bulgare est de 400 € et selon une étude récente, 69% des Bulgares jugent l'état de leur nation insupportable. Le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient frappés d'un double attentat. Le World Trade Center, l'un des édifices détruits lors de ces attaques terroristes, a été reconstruit. Sa tour principale a accueilli ce lundi 3 novembre ses premiers locataires. Un jour symbolique pour New York. Reportage. C'est le groupe médiatique Condé Nast qui est le premier locataire de la tour de 104 étages. C'est aussi le plus important puisqu'il occupera le tiers des espaces à bureaux de l'immeuble. Depuis lundi et jusqu'en février, 3000 employés du groupe aménageront leurs bureaux dans 22 étages de la tour. En tout, 18 publications comme les magazines Vogue et Vanity Fair vont déménager leurs employés de leur ancien quartier général à Times Square à leur nouveau bureau au World Trade Center. Comme ce fut le cas lors de l'ouverture des tours jumelles en 1973, les bureaux de One World Trade Center ne sont pas tous loués. Seulement 58% des étages ont trouvé des locataires pour l'instant. Parlons sport à présent avec la réunion à Rabat au Maroc des membres de la Confédération africaine de football. Au centre des discussions, l'éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 censée se tenir au Maroc en début d'année prochaine et ce en raison de l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. On en parle avec Alex Mokhtar. Les membres de la Confédération africaine se sont réunis à Rabat au Maroc pour discuter de l'éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 censée se tenir au Maroc en début d'année prochaine. La Coupe d'Afrique des Nations doit se tenir du 17 janvier au 8 février de l'année prochaine, mais se heurte au refus du royaume chérifien qui souhaite le report de la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. La CAF, quant à elle, a rejeté la demande et a insisté sur sa volonté d'organiser la compétition au lieu et date déjà fixés. L'instance dirigeante du football africain se réunira au Caire le 11 novembre prochain afin de prendre une décision finale sur le report ou non de la compétition. Rappelons que le tirage au sort de l'épreuve est toujours programmé à Rabat le 26 novembre prochain. Il permettra de déterminer les groupes dans lesquels évolueront les 16 nations qui auront obtenu leur billet pour la phase finale de cette CAN 2015. Ce mardi soir se joue la 4e journée de la Ligue des Champions. Sont en lice les groupes A, B, C et D. Tour d'horizon sur cette étape de la compétition avec Alex Mokhtar. Dans le groupe A, la Juventus de Turin, très heureuse en championnat mais malheureuse en Ligue des Champions avec 3 points, recevra les Grecs de l'Olympiakos, leader du groupe avec 6 points. L'Atlético Madrid, finaliste malheureux de la précédente édition et deuxième du groupe, sera en déplacement chez les Suédois de Malmö. Vainqueur au match aller 4-0 face à Galatasaray, le Borussia Dortmund, toujours leader du groupe D avec 9 points, croisera le fer à domicile avec les Turcs, dernier du groupe. Les Gunners d'Arsenal de leur côté, deuxième au classement, essaieront de confirmer leur courte victoire du match aller face aux Belges d'Anderlecht à l'Emirates Stadium. Dans le groupe C, le Bayer Leverkusen, leader après sa victoire sur les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg lors de la 3e journée, sera en déplacement en Russie pour affronter son adversaire d'il y a 2 semaines. En cas de victoire, les Allemands garderont la tête de ce groupe avec 9 points. Quant aux Portugais du Benfica de Lisbonne, ils recevront les Monégasques qui les avaient tenus en échec au stade Louis II. Le choc du groupe B sera sans doute celui entre le Real de Madrid et les Reds de Liverpool. Liverpool, qui n'est pas au mieux de sa forme en championnat, devra affronter les Madrilènes à la fois leaders en Liga et en Ligue des Champions. 9 points au compteur. Bâle, dernier du groupe avec 3 points, tout comme les Reds, recevra de son côté Ludogorets Razgrad qu'ils devront battre pour espérer se qualifier.
Rien que d'en parler, on en a froid dans le dos. Nik Wallenda, acrobate de l'ONU, funambule et américain de 35 ans, a fait un nouvel exploit. Il a parcouru les yeux bandés un câble de fer reliant deux gratte-ciel de Chicago à plus de 600 pieds dans les airs. Des précisions avec Rose Alibeda. De quoi donner le tournis à tous les agrophobes. Après sa traversée des chutes du Niagara entre les États-Unis et le Canada sur un câble, le revoilà à Chicago. Nik Wallenda, acrobate de l'ONU, funambule et artiste de haute voltige américain de 35 ans, a réussi avec succès un nouvel exploit. Une traversée effectuée sur un câble de fer entre deux gratte-ciel de Chicago à plus de 600 pieds dans les airs. Cette performance a été accomplie les yeux bandés, sans harnais ni filet de sécurité. Le roi du funambulisme a brisé 2 records mondiaux dans 2 événements distincts. Le premier pour avoir traversé sur un câble de fer entre 2 édifices, un parcours de 138 mètres montant à 19 degrés d'inclinaison, et le second pour en avoir fait le tour sur 28 mètres les yeux bandés. Il a réussi la première étape de ce défi en 7 minutes environ et le second en plus d'1 minute. Nik Wallenda est la 7e génération d'une famille de funambules. Fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.